et vous aimez la politique. Là, j'aimerais vous questionner par rapport à la situation actuelle de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre point de vue. Oui, merci pour la question. Alors, moi, ce que je pense, en tout cas quand on fait les analyses sur la situation géopolitique de l'Est du pays, Mhm. c'est que la RDC fait face à un conflit qui est Mhm. tridimensionnel pour moi. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a trois dimensions. Mhm. Il y a effectivement une dimension qui est économique. Mhm. La deuxième dimension, c'est une dimension qui est sociologique. Et la troisième dimension, je dirais que c'est une dimension géostratégique, au sens de- d'une aspiration, notamment du Rwanda, à prendre possession comment dire, de pans entiers du territoire congolais. Géoéconomique, je pense que vous le savez parce que la RDC regorge en son sein d'une diversité exceptionnelle de matières premières. Dans le sous-sol congolais, nous avons du lithium, qui sert notamment par rapport à la transition énergétique. On en parlait aussi la dernière fois avec vous, de cette question de la transition énergétique. Je Mhm. pense qu'on en reviendra lors d'une prochaine vidéo, Exactement, ou oui. même juste après. Mhm. La RDC a le coltan. Mhm. Près de 80% des réserves mondiales se situent sous notre sol. La RDC a de l'or, du diamant, la RDC a du cobalt, etc. Mhm. Et ça, cette diversité, cet ensemble de richesses-là Mhm. que d'aucuns appellent scandale géologique, eh bien ça attire les convoitises. Ça attire les convoitises des voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda. Ça attire aussi les convoitises des multinationales et de certaines grandes puissances de ce monde, qui ont besoin de mettre la main sur nos richesses pour assurer le développement de leurs économies sur le plan industriel, sur le plan technologique et, comme je le disais tantôt, notamment sur le plan de la transition énergétique, qui a le vent en poupe en ce moment. Et donc, la RDC fait face à cette volonté de prédation de ces richesses pour enrichir autrui. Pour enrichir pas simplement les Occidentaux ou les multinationales, même asiatiques, mais aussi pour le Rwanda, l'Ouganda dans une certaine mesure, mais surtout le Rwanda. Parce que même si le Rwanda ne transforme rien, ne s'accapare pas de nos matières premières pour les transformer localement et puis redéfinir son économie sur place, notamment en transitant vers une économie industrialisée, de transformation, mais au moins le fait que ça transite, que nos richesses pillées à l'Est transitent par le Rwanda en bénéficie. Le Rwanda en profite. Parce que les Rwandais les vend aux puissances internationales. Donc le Rwanda bénéficie de quelque chose dans cette transaction. Et donc ça, c'est la première des raisons. Les matières premières contenues dans le sous-sol de la RDC sont nécessaires pour les grandes industries, de manière indifférenciée, que ce soit au niveau asiatique, que ce soit au niveau occidental ou ailleurs, c'est ça. Et donc, la RDC, du fait de sa fragilité maintenant, du fait de sa faiblesse, du fait du désordre qui règne, de son incapacité à assurer sa propre sécurité, à assurer la sécurité humaine, à assurer sa sécurité économique, etc., la RDC est complètement en proie à la prédation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la deuxième dimension de cette guerre, de ce conflit, c'est une dimension sociologique. C'est sociologique pourquoi? C'est sociologique parce qu'au sein de la RDC, en la partie Est, depuis de nombreuses années, il y a de manière continue et de manière répétée des conflits communautaires, des conflits ethniques.
des conflits qui ravagent les populations, qui minent le vivre ensemble, qui détruisent toute capacité, toute possibilité de vivre d'une manière cohérente. Tu vois, en pleine fraternité, en toute fraternité. Il y a des ethnies qui sont dites rwandophones. On les appelle notamment les Banyamulenge, les Banyarwanda. De l'autre côté, en face, il y a des ethnies que je pourrais qualifier de Bantou. Tu vois, comme les Hema, etc. Et donc, ces ethnies n'arrivent pas à cohabiter ensemble depuis maintenant des décennies. Et j'aimerais dire, en réalité, que cette situation sociétale et aussi sociologique n'apparaît pas dans les 30 dernières années. C'est quelque chose, c'est une donnée objective qu'on constate sur le plan historique depuis maintenant de nombreuses années. Avant même l'indépendance du pays, il y avait déjà des conflits ethniques ravageurs dans cette même zone du pays. Depuis déjà le début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Si ce n'est un peu avant, même je pourrais resituer ça à la fin du 19e siècle. Mais dans la première partie du 19e siècle, c'est là où on a pu déjà situer, comment dire, c'est là où on a pu établir des rapports faisant état de conflits ethniques. Et ça, c'est le fruit de plusieurs choses. Et je ne vais pas y revenir là-dessus parce que ça serait l'objet d'une autre vidéo. Il y a notamment le rôle de la Belgique qu'il faut aussi ne pas sous-estimer parce qu'à l'époque, avec la mission d'immigration des Banyarwanda, c'est un programme belge qui a fait prospérer, faciliter ou encourager l'émigration, c'est-à-dire le gouvernement belge a fait immigrer des populations du Rwanda et les a imposées au niveau de l'Est de la RDC. Ça, c'est juste un exemple. Il y a tellement d'autres exemples. Encore une fois, ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que ça nécessite effectivement une analyse profonde, constructive et documentée et détaillée. Mais simplement pour dire dans cette vidéo que la deuxième dimension, c'est une dimension qui est sociologique parce que ça met en œuvre des conflits, des rapports tendus, tumultueux et qui ont pris cette dimension armée. Tu vois, à une certaine époque, il y a très longtemps, les conflits, c'était pas militarisé. C'était des conflits ethniques, des dissensions, des mésententes, des disputes, des revendications des uns et des autres. Mais aujourd'hui, depuis la première guerre du Congo, les ethnies se sont militarisées maintenant. Et c'est là où tu vois des structures comme le M23 qui se sont mobilisées et organisées sur des bases ethniques. C'est-à-dire que pourquoi la majorité des militaires qui appartiennent au M23 sont de langue ou linguistiquement appartiennent à cette sensibilité rwandophone. Et ça crée des tensions qui n'arrêtent pas de s'exacerber jour après jour, année après année. Et c'est très difficile à stopper tout ça. Parce que, tu vois, avec des ethnies qui se retrouvent d'un côté et de l'autre de la frontière, les conflits s'exportent. Ce qui se passe au Congo, parce que dans la mesure où ça touche des populations rwandophones, des populations qui ne sont pas originairement de cette localité géographique, ça va interpeller le Rwanda qui va utiliser cette même cause, cette même revendication-là pour animer, pour mettre de l'huile sur le feu et attiser davantage ces conflits. C'est comme ça que le Rwanda intervient pour armer le M23. Parce qu'ils sont liés sur le plan linguistique. Ça, c'est un autre facteur. Le dernier facteur, c'est que
je veux dire géostratégie, mais je ne sais pas si c'est un bon mot, mais c'est dans le sens où le Rwanda a des velléités d'expansion territoriale. Mhm. Le Rwanda revendique, Mhm. comment dire, son lien territorial avec le Kivu. Plus précisément, il prétend que le Kivu, avant la période coloniale, Mhm. avant 1885, la séparation et le partage de l'Afrique, il réclame le fait que ça appartenait au Rwanda. Ce qui est absolument faux, bien évidemment. Mais c'est son narratif. C'est comment dire, ce sur quoi il se base pour mettre en exécution un plan de balkanisation pour attacher maintenant la province du Kivu au Rwanda. Tu vois, il veut constituer une sorte d'empire, une sorte de Rwanda reconstitué, comment dire, renouvelé, grandi sur le plan de la dimension territoriale. Et c'est l'une des raisons qui fait que nous sommes jusqu'à présent toujours en guerre. Voilà un peu le contexte géopolitique, aussi géohistorique, qui encadre les tensions et les conflits armés à l'est de la RDC. Donc ça a plusieurs dimensions. C'est un conflit qui n'est pas compliqué à comprendre, mais qui est complexe. Complexe dans le sens où il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension sociologique, avec les ethnies et les communautés qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Il y a la dimension économique. Là, tu as les voisins. Tu as également les puissances internationales, pas simplement d'un camp, mais aussi de l'autre, même en Asie, même en Europe, même en Occident. Les multinationales. Voilà, tous ces facteurs, ces acteurs différents qui sont qui veulent jouer leur carte dans la région des Grands Lacs et spécifiquement à l'Est, font que cette situation est s'envenime, cette situation ne trouve aucune forme d'issue et ça ne sera pas chose facile, ça ne sera pas évident de recouvrer la paix, la stabilité à l'Est de la RDC. Dit autrement, ça ne profitera à personne d'avoir une RDC, une République démocratique du Congo, totalement pacifiée, qui retrouve sa paix, qui retrouve la sécurité totale et qui a la mainmise territoriale à l'est à son est. Donc voilà un peu pour répondre à ta question. Merci.